Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous partons dans le Verdon. La lavande colorera tout le paysage alors que la transhumance dévoilera la beauté des alpages. La relance de la bière ou de la farine de pois chiche viendra également illustrer le renouveau de ce territoire à la biodiversité surprenante. Je vous laisse apprécier les richesses de ce terroir et je vous donne rendez-vous juste après pour une nouvelle recette. A tout de suite. Il s'agissait cette fois de traverser la Durance, de monter sur le plateau de Valençol et d'aller chercher de l'autre côté, dans des montagnes bleues, une petite chapelle perchée. C'est en ces termes que le célèbre écrivain Jean Giono, enfant du pays alors âgé de 16 ans, raconte le départ pour son premier pèlerinage vers Moutier-Sainte-Marie, village situé à l'entrée des gorges du Verdon. Verdon, une somptueuse rivière émeraude qui serpente entre les montagnes, les lacs et les plateaux de Haute-Provence et qui a depuis donné son nom à ce territoire. Le pays du Verdon, situé entre le bassin méditerranéen et les prémices alpines, réunit par sa diversité géologique une faune et une flore uniques. La région est également caractérisée par une grande richesse hydrique, protégée naturellement par des forêts de feuillus qui retiennent l'humidité. Mais le pays du Verdon n'est pas seulement vert, il est aussi bleu comme son ciel azur ou sa lavande mythique. Cet après-midi, Raymond Bourjac, producteur de lavande, arpente les allées de son champ à Sainte-Croix-du-Verdon à la recherche de plantes prêtes pour la récolte. Nous sommes au Garrigue du Grand Arbitel, sur une plantation de lavandin. C'est du lavandin du Grosso. La différence avec la lavande, elle est beaucoup plus bleue. Et les tiges sont plus longues parce que la lavande, c'est une plante plus petite. Et en général, la lavande elle pousse en montagne, quoi. Ici, vous n'en trouverez pas. Eh oui, car ce que l'on ne sait pas, c'est que la lavande vraie ne représente que 10% du marché de la lavande. L'immense majorité des produits est en fait issue du lavandin, plante hybride créée pour pouvoir pousser à basse altitude. Je pense qu'ici, on a une terre qui est favorable pour le lavandin, quoi. Donc, c'est une terre plutôt calcaire, assez pureuse. Il n'y a pas beaucoup de couches, d'épaisseur de terre. Donc, mais bon, la lavande, le lavandin s'y plaît bien, quoi. C'est une culture assez rustique, oui. Le lavandin elle démarre de la mi-février à maintenant, en juillet, quoi, qu'elle fleurisse, quoi. Au départ, elle est toute grise, on dirait qu'elle est morte. Puis petit à petit, on voit de la verdure démarrer, puis après des petits brins, puis ça monte, puis on en arrive au stade de floraison, quoi, de maintenant, de récolte. Après sa récolte, Raymond va pouvoir passer à la distillation du lavandin, afin d'obtenir de l'huile essentielle et de l'hydrolat. Sur sa ferme, il rejoint son cousin Claude pour procéder à cette étape dans un alambic bien particulier. Raymond, un beau jour, il a eu l'idée d'acheter un alambic qui était exposé au bord de la route, là. Alors, au départ, Raymond l'avait pris pour mettre en statique devant son magasin, juste en décor. Et puis après, il lui est venu quand même l'idée de dire « c'est dommage que ce soit perdu ». Si on essayait de l'arranger, mais il me dit « moi, bon, c'est vrai que au niveau soudure, au niveau… » Alors, j'ai dit, allez, banco. Et puis, bon, et on a réussi à le refaire au marché. Je mets de l'eau dans la cuve pour faire la vapeur pour la prochaine distillation.
Alors là, la lavande, elle est coupée une bonne semaine avant, de manière à ce que les fleurs le sèchent pour avoir un maximum d'extrait de qualité. On est prêt, je vais mettre le chapeau. Donc j'ai commencé pour faire du feu, mettre du bois dans le four. Après, pour chauffer l'eau qui est au fond de la cuve, cette eau elle va traverser la lavande, elle va sortir là-haut, chargée de molécules d'extrait, et elle va là au refroidisseur. Et en refroidissant, la vapeur avec chargée de molécules d'extrait vont devenir liquides. Ça descend par ce tube et ça remonte à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez. Et là, l'huile essentielle sort par là et l'eau, qu'on appelle l'hydrolat, sort par ce tube. Parce que l'huile essentielle est beaucoup plus légère que l'eau. Donc on en récupère par décantation finalement. Outre l'huile essentielle et l'hydrolat, Raymond et sa femme Marie-France vendent aussi toutes sortes de produits à base de lavande et de lavandin dans leur boutique. Donc je m'occupe de vendre la lavande. Avec le lavandin, je fais des confitures, donc l'abricot et la pêche qui se marient très bien avec. Je fais des biscuits, ça désablé avec lavandin. Voilà. Après je mets des fleurs. Les fleurs, on peut en mettre dans les salades. Voilà. Je fais des crèmes brûlées aussi. C'est bon, hein? Elle est très très bonne. Ah, c'est bien. Ah oui. Une partie est vendue en boutique et une autre partie, on porte à la coopérative à Banon. Il y a une quarantaine d'années, mon mari les portait à Grasse aux parfumeurs, hein, parce que les parfumeurs mettent du lavandin dans leur parfum. Hein. Voilà. Pour la Provence, c'est la culture phare quand même. Si on n'a plus de lavandin ou plus de lavande en Provence, alors c'est plus la Provence, on va dire. Ça ne sera plus que le soleil. Non, c'est inimaginable même. Si la lavande est effectivement l'un des emblèmes de la Provence, il est une autre plante du pays que Brigitte Marcel a décidé de revaloriser dans son moulin. Alors, c'est du pois chiche, de variété kabylie, cultivé essentiellement en Méditerranée, près de chez nous, en circuit court. Une belle couleur jaune. On est dans un moulin familial qui va de père en fils, de père en fille, etc. depuis 1879. Le moulin, au tout début, était un moulin à farine de blé. Et puis en 1972, le moulin a brûlé. Donc on s'est tourné vers une farine qui est largement distribuée dans notre région et plus précisément vers Nice. C'est la farine de pois chiche. Alors là, on est à l'étape où le pois chiche qu'on a vu dans la chambre à grains tout à l'heure a été aspiré. Et donc il arrive à l'entrée des broyeurs à marteau. Le pois chiche entier, on va le concasser, on va tamiser, retamiser jusqu'à ce qu'on trouve et qu'on garde plus que le cœur de ce pois chiche pour avoir cette qualité de farine que pour l'instant seul on sait faire. C'est dans ces broyeurs à rouleaux que Brigitte tamise plusieurs fois sa farine, un chiffre dont elle garde le secret. Elle passe ensuite à la dernière étape, la vérification. Alors là, on est à l'étape finale. Donc là, je contrôle juste, forcément la couleur, la granulométrie, la finesse donc de la farine et surtout sa teneur. Donc juste avec une petite pression des mains, ma farine doit bouler. Voilà. Quand elle boule, qu'elle tient en main, c'est vraiment le signe que j'ai réussi la production. La farine est prête à être en sachet. Là, elle va être orientée vers la chambre à farine, puis de la chambre à farine à l'ensachement. Jusqu'à présent, on était en conventionnel et depuis quelques mois, on vient d'être certifié bio français. Le pois chiche bio, on l'achète essentiellement en France. Aujourd'hui, de plus en plus, on nous sollicite pour cette farine parce que
naturellement, elle n'a pas de gluten. Les gens se tournent vers une alimentation peut-être entre guillemets plus simple, plus naturelle. Le gluten était un peu un handicap dans certaines alimentations. C'est aussi une orientation qui nous a poussé vers le développement de cette farine de pois chiche. Le pois chiche, il a un goût. Peut-être qu'aujourd'hui, il faut mettre en valeur ce goût, faire découvrir aux gens ce goût à part, totalement à part. Ce n'est pas une farine insipide, c'est une farine à goût. Mais Brigitte n'est pas la seule à perpétuer les traditions et savoir-faire ancestraux. Un peu plus loin, à Thorambas, Boris Pougnet, paysan brasseur, fait le tour de son champ de houblon. Donc le houblon, là on est dans la houblonnière. Le houblon c'est un des ingrédients qui est absolument nécessaire à la bière, mais ce n'est pas l'ingrédient principal. On en met vraiment très très peu. C'est une épice, c'est l'épice de la bière en gros. Voilà. Donc la culture du houblon, c'est quelque chose qui commence pour nous au printemps, quoi. On va commencer à le tailler avant qu'il sorte de terre au mois de mai par là. Et puis après, quand il va sortir, on va sélectionner les meilleures branches et on va les mettre sur des fils et ça va grimper tout l'été. Et ça se récolte à la sortie de l'été, au mois de septembre plutôt. Donc c'est de mai à septembre et en septembre, on va couper ces lianes et puis trier les fleurs et les faire sécher et on pourra s'en servir toute l'année. Donc le houblon, c'est une plante grimpante et qui fait des lianes qui peuvent monter très haut, jusqu'à 6-7 mètres de haut, comme là dans ce champ. Donc ça oblige à avoir toute une installation pour arriver à les faire grimper le plus haut possible. Ils adorent le soleil et c'est une plante qui pousse très très vite. Quand elle a les conditions qu'elle aime bien, c'est-à-dire un bon amendement au sol, un peu de fumier et puis beaucoup d'eau, elle va grimper jusqu'à 10 cm par jour pratiquement dans la période chaude. Donc ça c'est un pied femelle de houblon, on cultive que les pieds femelles ce qui nous intéresse c'est les petites fleurs là qui sont en train de se former. Et ces fleurs, elles vont grossir tout l'été et elles vont arriver à la taille définitive entre mi-août et puis le 1er septembre. Et après, elles vont se concentrer en résine. On va attendre qu'elles soient vraiment à maturité pour les récolter. Ça va être entre le 1er et le 15 septembre. Boris se rend ensuite à la brasserie Cordeuil afin de brasser la bière. Donc en 2006, je me suis installé avec mon oncle Georges et on s'est mis vraiment à faire de la bière pour la vendre. Dans sa micro-malterie à Tambour, Boris procède à la première étape de la journée, celle de la transformation de l'orge en malt. Alors le malt, c'est de l'orge qu'on a fait germer et sécher. Donc ça, c'est typiquement un mélange de malt d'orge avec laquelle on va préparer le brassin. On a dedans des maltes qui sont plus clairs, là, qui font à peu près 80% des maltes qu'on utilise, qui vont donner vraiment le sucre. Et puis il y en a ici des plus ambrés qui vont donner une jolie petite couleur et puis aussi un goût de caramel, de biscuit. Et il y a des maltes qu'on a fait sécher vraiment à haute température et qui ont torréfié, comme ceux-là, qui sont vraiment très noirs. Et là, ça va donner des arômes plutôt cacao amer ou bien café. Après avoir concassé le malt, Boris le place dans une cuve et y ajoute de l'eau chaude avant de commencer à brasser l'ensemble. L'idée pendant cette étape-là du brassage, c'est de faire du sucre, quoi. C'est-à-dire on va laisser agir à la température d'action des enzymes qu'on veut voir agir et on va transformer l'amidon du grain en sucre. À la fin du brassage, un gâteau se forme avec d'une part les restes d'écorce d'orge que l'on appelle la drèche et d'autre part le liquide qui devient le mou de bière et qui sera ensuite filtré. Là, on est en train de sortir la drèche, c'est-à-dire le résidu du brassage. Ça vaut pas grand-chose, mais ça a encore pas mal de propriétés pour nourrir les animaux. Il y a beaucoup de vitamines dedans, ça favorise la lactation. Nous, on le donne à un collègue qui est à côté.
Après avoir effectué un prélèvement afin de connaître le taux de sucre du mou, Boris y ajoute le houblon qui va apporter goût et amertume à la bière. Elle est ensuite stockée pendant une dizaine de jours dans une cuve de fermentation. Donc je fais un petit prélèvement pour suivre ma fermentation. Alors la fermentation, elle est très rapide, elle prend 1 semaine à 10 jours. Mais après, par contre, derrière, on va avoir 3 semaines à 1 mois de garde où on va baisser la température. Ça permet de stabiliser, d'homogénéiser les goûts, en fait. Tous les arômes qui sont issus du malt, du houblon, de l'eau, tout ça va être plus homogène. Si le Verdon est une terre de culture et de gastronomie, c'est aussi une terre de curiosités naturelles spectaculaires. Au Point Sublime, à Rougon, Laurent Pichard, guide de moyenne montagne, renseigne les touristes. Eh ben, finissez sur la route des Crêtes. Voilà, vous allez rater cette ambiance alpine et tout, mais la route des Crêtes, c'est quelque chose qui est merveilleux. Ici, nous sommes au Point Sublime. Donc, le Point Sublime, c'est l'entrée du Grand Canyon du Verdon. Souvent, quand on parle du Verdon, on utilise le terme les gorges du Verdon. Mais les gorges du Verdon, ça veut tout et rien dire. En fait, parmi les gorges du Verdon, il y a les basses gorges, il y a la Clue de Chasteuil et il y a le Grand Canyon du Verdon. Quand on regarde ce paysage, eh ben, qu'est-ce qu'on voit? On voit du calcaire. Voilà. Et ce calcaire, il provient de l'accumulation de sédiments marins au fond d'un océan, d'un paléo-océan qui s'appelait l'océan Thétis. Et c'est que bien plus tard, avec la pression de l'Afrique comme ça qui vient pousser en direction de l'Europe, que tout ce massif a commencé à se surélever et encore plus tard, il y a 1,2 million d'années, que le Verdon est venu vraiment entailler la gorge, entailler ce calcaire. On peut dire vraiment que le Verdon est vert. Et donc il a donné, la couleur verte a donné son nom au Verdon. Et pourquoi il est vert? C'est parce qu'il y a une algue microscopique à l'intérieur et il y a aussi un petit peu de fluor. Donc voilà, la fluorine et cette algue microscopique, ces deux facteurs ont donné cette couleur verdoyante à cette rivière. Le Verdon, qui prend sa source dans le massif des Trois Évêchés, se jette dans la Durance après avoir parcouru près de 175 km. Après une longue marche au soleil, Laurent profite de la fraîcheur des tunnels situés sous les gorges. Donc nous sommes ici à l'intérieur du massif du Grand Canyon. Nous sommes dans un canal de fuite qui a été creusé donc, à la fin du 19e siècle. Et voilà, on est dans le massif calcaire. Et des tunnels, il y en a 5 comme ça dans le Grand Canyon. Celui-là, il fait 700 mètres de long. Le plus long, il fait plus de 3 km. Donc ici, nous sommes à la Baume aux Pigeons. Donc dans le Grand Canyon du Verdon, il y a plusieurs baumes. Ce qui est intéressant, c'est que ces baumes-là, elles abritent la flore endémique du Verdon. Donc nous avons la sabline qui se trouve ici, nous avons la doradie qui se trouve là-bas. Donc la sabline de Provence, ça va former des petites croix, des petites étoiles blanches, des petites croix blanches. Là, nous avons la doradie du Verdon. Donc c'est la fougère endémique du Grand Canyon du Verdon. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment elle pousse, quoi. Vraiment dans la petite infructuosité du rocher, dans la petite faille, totalement à l'ombre, sans lumière, sans eau, sans sol. C'est vraiment un peu magique comme fleur. Dans le secret de ses gorges, le Verdon abrite une flore inattendue. Mais sur ses sommets, à Saint-André-les-Alpes, ce sont les brebis de Préalpes du Sud, vaillantes marcheuses, qui sont les garantes de l'écosystème. Ce matin, Christophe Covin rejoint les alpages où son troupeau de 1000 brebis pâture sous l'œil vigilant d'un berger. Les agnelles de Christophe sont en fait les futures mères des fameux agneaux de Sisteron, dont la viande est réputée pour sa finesse. Donc là, en fait, c'est un troupeau en estive. Donc en fait, c'est des brebis, les mères des agneaux, des fameux agneaux de Sisteron, en fait, qui viennent passer l'été ici en altitude pour suivre en fait la pousse de l'herbe et venir chercher l'herbe dans les endroits les plus frais et les plus en altitude.
Donc les brebis sont en vallée au printemps, à 800-900 mètres d'altitude pendant le printemps. Et de mois de juin au mois de septembre, elles montent en altitude. Ici, on est à 1600-1700 mètres d'altitude. Donc l'agneau de Sisteron, lui, en lui-même, ne monte pas à l'alpage. C'est sa mère qui pâture une grande partie de l'année dans ces montagnes et dans ces garrigues. Les faire pâturer en estive comme ça, de partir en transhumance, c'est de les faire pâturer en estive. Outre le fait d'avoir un stock d'herbe qu'on n'a plus dans la vallée, les brebis mangent une multitude de plantes, de légumineuses, de graminées, tout ça qui est bien spécifique à un terroir et qui donne une qualité à la viande, au lait des mamans, à la viande des agneaux. L'agneau de Sisteron bénéficie d'une IGP, Identification géographique protégée. Mais afin d'arborer ce précieux label attestant l'origine du produit, Christophe doit respecter un cahier des charges strict, portant notamment sur les conditions de pâturage du troupeau. Il retrouve Pierre, son berger, pour en discuter. Ouais, sinon là, ça commence bien, ouais, ça... Oui, ça commence bien. La météo est bonne, il y a de l'herbe. Donc je pense que toutes les conditions sont réunies pour que ça se passe pas mal. Mais bon, après on verra au bout de 100 jours. On verra au mois de septembre, ouais. Ça maintient la forme. Et ouais, en même temps, là maintenant, c'est sûr qu'au début, de l'herbe, il y en a partout, mais... Et au cours de la saison, moins il y a d'herbe, plus elles font de kilomètres. Plus elles font de kilomètres, ouais. Voilà. Heureusement que c'est des races quand même des coureuses, entre guillemets, ouais. Chaque race est adaptée à son terroir, ouais. Dans nos conduites pastorales, on va dire, les brebis sont dehors une grande partie de l'année et donc en fait elles sont en symbiose avec l'écosystème et notamment ici sur cette montagne, on se rend compte que là où les moutons continuent à pâturer, puisqu'ils pâturent ici depuis des siècles pour ne pas dire plus, en fait il y a des populations notamment de papillons comme l'apollon ou le semi-apollon qui se portent bien alors que partout ailleurs elles ont peut-être tendance à régresser. Ici elles se portent bien du fait que les moutons en broutant l'herbe empêchent les broussailles de gagner. Et dans ces paysages ouverts, les papillons peuvent naviguer et puis des plantes spécifiques à ces papillons qui leur servent à se nourrir et à se reproduire poussent aussi du fait que par le pâturage, elles sont favorisées par rapport à d'autres plantes concurrentes qui n'auraient pas le même intérêt pour les papillons. Donc voilà, sur tout un tas d'insectes, d'oiseaux, on se rend compte que le pastoralisme est bénéfique. L'agneau de Sisteron, c'est aussi le pastoralisme. Le Verdon, avec ses gorges calcaires, ses vallées et ses plateaux boisés, ne ressemble à aucun autre terroir. Porté par les traditions et l'authenticité, il se fait le berceau d'artisans et d'agriculteurs provençaux soucieux de rendre hommage à la beauté de leur territoire et de perpétuer un savoir-faire ancestral précieux. Aujourd'hui, je cuisine une noisette d'agneau de Sisteron, courgette acidulée. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra un carré d'agneau, si possible de Sisteron, 25 g d'huile d'olive. Pour les courgettes marinées, 8 mini-courgettes, 8 g de sel, 20 g de sauce soja, 30 g de sucre, 80 g de vinaigre de cidre. Pour le tartare de tomates et la purée de cresson, 2 tomates, 30 g de tomates confites, 10 g de gingembre rose, 2 g de cerfeuil, 200 g de cresson. Pour le jus, un oignon, une carotte, 2 gousses d'ail, une branche de thym, une feuille de laurier, 20 centilitres de vin blanc, une cuillère à café de concentré de tomate. Pour les courgettes marinées, dissoudre le sel, le sucre avec le vinaigre et la sauce soja. Ajoutez les courgettes et les laisser mariner au moins une journée. Les couper en deux dans le sens de la longueur et en biseaux. Pour le tartare de tomates, mondez les tomates en les passant dans de l'eau bouillante, puis glacez, épluchez, épépinez et coupez la chair en petits dés. Taillez les tomates confites en dés de 3 mm environ. Hachez le gingembre rose et le cerfeuil. Le gingembre va apporter une petite note pointue, il va donner à votre tartare un petit peu plus de peps. Mélangez les ingrédients, salés, poivrés, puis réservez au frais. Blanchir à l'eau bouillante salée le cresson durant 3 minutes. Refroidir dans de l'eau glacée et égoutter. Mixer en ajoutant 150 g d'eau de cuisson au milieu. Passez au chinois et réservez. Désossez le carré d'agneau, prélevez les noisettes, rectifiez l'assaisonnement, coupez ensuite entre les os pour les séparer et les réserver pour le jus. Vous pouvez bien sûr demander à votre boucher
de vous préparer les noisettes d'agneau, mais surtout, partez bien avec les os qui vont vous servir à faire un bon jus. Marquez les noisettes d'agneau dans une poêle avec de l'huile d'olive et les cuire au four 4 minutes à 180 degrés, puis laissez reposer. Pour le jus, épluchez l'oignon, la carotte et l'ail et coupez grossièrement. Faites revenir dans de l'huile d'olive les os du carré d'agneau. Ajoutez l'oignon, la carotte, l'ail, le thym, le laurier et le concentré de tomate. Mélangez, puis déglacer avec le vin blanc. Couvrir d'eau à hauteur et laisser mijoter 30 minutes. Filtrez à la passoire. Poêlez rapidement les courgettes avec un peu d'huile d'olive pour le dressage. Coupez les noisettes d'agneau en 2 dans la longueur, puis en 2 dans la largeur, salées et poivrées. Faire des quenelles de tartare de tomates, ajouter 2 morceaux de viande, les courgettes, le jus et quelques points de coulis de cresson. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite.